L'audit est une fonction d'assurance qui a un rôle unique grâce à son indépendance pour donner effectivement une vision claire sur la conformité et l'efficacité du dispositif de maîtrise. Ça signifie qu'aujourd'hui, étant donné que les risques sont nouveaux, il faut qu'ils soient capables d'embrasser de nouveaux risques technologiques liés à l'innovation, liés à un environnement concurrentiel de plus en plus complexe, tout en maintenant des compétences classiques autour de la rigueur méthodologique. Donc, plus de communication, plus de compréhension des enjeux des métiers et plus de posture stratégique qui répond effectivement aux attentes de nos parties prenantes, conseil d'administration, conseil de surveillance, élus, mais aussi direction générale. En fait, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a une appétence au risque, comme on a l'habitude de dire, qui est beaucoup plus sensible. Et en fait, qu'il s'agisse de l'entreprise ou des collectivités locales, dans la mesure où on veut aller vers une meilleure performance, le management des risques est un outil d'accompagnement pour obtenir cette performance et amener de la valeur ajoutée aussi bien dans les entreprises que dans les collectivités locales ou collectivités territoriales. Donc, le management des risques est un outil qui va aider à prendre les bonnes solutions dans la réussite des projets qui sont lancés, aussi bien au niveau d'une collectivité que dans une entreprise. Le retour d'expérience que je tirerai de ces 3 premières années de déploiement du dispositif de contrôle interne pour la maîtrise des risques au ministère, c'est le fait que l'humilité paye. Nous avons été prudents, nous avons d'abord souhaité être en appui aux opérationnels pour aborder cette question délicate qui est celle du risque. Et cette démarche a payé, puisque aujourd'hui nous avons réussi à installer le chapeau de ce dispositif, le comité ministériel d'audit interne, présidé par la ministre la semaine dernière. Et je pense que c'est grâce à ce travail vraiment humble, partant du terrain, et sur des risques vraiment très concrets, que nous sommes arrivés à convaincre de l'utilité de la valeur de ce comité. Je pense qu'il faut retenir 3 idées clés. Elles ont été rappelées ce matin. Tout d'abord, l'indépendance de l'auditeur interne. C'est un élément essentiel pour assurer sa crédibilité. Deuxièmement, pour les auditeurs internes, s'assurer qu'ils travaillent dans le présent. Il leur est demandé aujourd'hui de travailler sur le présent pour mieux préparer l'avenir des collectivités ou des entreprises. Troisième élément clé, c'est apprendre à travailler ensemble parce que nos administrations et nos entreprises ont développé beaucoup de complexité et beaucoup de fonctions de contrôle. Elles doivent apprendre à travailler de manière intégrée pour exploiter les synergies. Grâce à la direction de l'audit interne, on peut essayer de maîtriser une partie des risques liés à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau départemental et que par ailleurs, cette maîtrise des risques est en soi à la fois un soutien au projet que nous menons et la possibilité pour nous d'y voir plus clair sur les politiques publiques que les collègues départementaux mettent en œuvre. Donc très clairement, qu'est-ce qui fait la force d'une direction d'audit interne? Eh bien, c'est justement cette capacité à clarifier quels sont les risques encourus par une collectivité de notre importance. Les points de vigilance, je crois qu'ils sont nombreux. J'en citerai au moins un qui me paraît tout à fait nécessaire et implacable. C'est qu'il faut qu'il y ait une très bonne convergence de vues entre la direction de l'audit et la direction générale pour pouvoir permettre à la direction de l'audit de faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Sans soutien de la direction générale, sans soutien de l'exécutif, il est très difficile, je pense, pour des auditeurs internes de faire correctement, facilement leur travail. Peut-être le premier élément de réponse, c'est d'abord de dire que c'est normal qu'il y ait ce niveau de crainte parce qu'une activité de management des risques va aider l'entreprise à progresser, à devenir plus résiliente et donc va occasionner des changements. Et comment éviter effectivement, comment rendre compte de cette activité en essayant d'éviter le maximum de crainte, c'est en mettant l'opérationnel, le manager opérationnel au centre, en le faisant porter, on va dire, les préconisations en matière de contrôle des risques. Il y a plusieurs points qui ont été partagés par l'ensemble des intervenants. D'abord, des aspects techniques, la valeur technique, de la méthode. Un point très important sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la nécessité donc de tenir compte des besoins, des attentes des opérationnels et d'être vraiment calé sur leur perception de la valeur ajoutée. Et puis garder et respecter la posture de l'auditeur et du manager des risques.
dans sa fonction, c'est-à-dire une indépendance et un certain recul qui lui permettent d'être crédible. L'une des principales précautions, c'est de s'assurer que le dispositif de lutte contre la fraude est régulièrement remis en question. Remis en question à la fois parce que les fraudeurs sont pleins d'imagination et adaptent régulièrement leurs propres techniques de fraude, d'une part, mais d'autre part, dans le contexte de changement que nous vivons, les organisations évoluent, fluctuent beaucoup, et ces changements d'organisation génèrent généralement un déplacement des risques. Le risque, tout simplement, c'est que ces risques de fraude ne soient plus couverts sans qu'on s'en rende véritablement compte. Donc c'est bien tout le rôle de l'audit à ce moment-là de vérifier que le dispositif est toujours pertinent. L'interpeller repose sur deux moyens. D'abord lui dire que le risque de fraude existe, quelles sont ses conséquences, qui sont des conséquences de notoriété, mais également des conséquences financières, organisationnelles et fonctionnelles. Donc ça met en jeu aussi également le fonctionnement des services qui sont déconcentrés, voire délégués par l'intermédiaire de délégations de services publics. L'interpeller, c'est le moyen annuel, par l'intermédiaire de rapports, de contrôles, d'analyses, de recherches, pour solliciter son arbitrage ou ses réactions. Voilà les grands objectifs en matière de communication et de fragmentation de l'information vis-à-vis de nos élus. Les auditeurs n'ont pas fonction à faire des audits de fraude. En revanche, leur mission dans chaque audit qu'ils réalisent est de rechercher les risques de fraude et, le cas échéant, de les mettre en valeur. Il nous a semblé que les collectivités locales n'avaient pas encore la même acculturation au risque de fraude que les entreprises privées et qu'on a un décalage d'une bonne dizaine d'années. Il nous semblait donc que c'était un sujet essentiel à prendre en considération aujourd'hui et il nous paraissait donc intéressant d'adapter cette problématique à la problématique des collectivités locales. La première chose est de ne pas nier l'existence de la fraude, car quoi qu'on fasse, elle existe. De convaincre les dirigeants de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la lutte contre la fraude, que ce soit la détection ou la prévention. Puis ensuite de communiquer le plus largement possible sur les chiffres qu'elle représente, souvent beaucoup plus qu'on ne l'imagine, sur son caractère interne ou externe, sur son caractère outil ou humain. Il n'existe pas de fraude sans homme. La première des cibles de la communication doit être les membres de l'organisation pour les décourager eux-mêmes de commettre une fraude. C'est une longue bataille qui dure souvent plusieurs années et il ne faut jamais reculer devant l'ampleur des chiffres qu'on peut découvrir et ne pas en avoir peur et continuer à avancer dans cette lutte pour réduire l'écart entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Le terme fraude et recours, j'allais dire, un côté pénal et qui ressort d'ailleurs. Le pénal, c'est ma profession d'origine, donc le mot fraude fait peur, c'est évident. Et la meilleure façon d'en parler sans dire le mot, c'est de parler de risques. Parce que les risques sont nombreux. Les risques ont des conséquences. Ils ont des conséquences juridiques. Ils ont des conséquences de réputation sur une institution. Et peuvent avoir des conséquences pénales sur des agents. Donc il faut partir du risque pour pouvoir convaincre de l'utilité des démarches internes. Et c'est ce que nous faisons à la région de Nord-Pas-de-Calais. Et je pense comme dans de nombreuses collectivités. La première conscience qu'il faut avoir, c'est que ce risque est un risque transverse dans l'organisation, qu'il impacte donc toutes les fonctions, finalement, au-delà d'une certaine gouvernance, et qu'il faut sensibiliser les uns et les autres à cette culture en fait, des systèmes d'information et à cette protection que l'on doit avoir tant dans la vie privée que dans sa vie professionnelle sur l'utilisation et les usages liés à ce système. Malheureusement, ces risques sont multiples et donc on en citera
que les plus importants, qui sont ceux qui vont entraîner un coût financier, le faux ordre de virement, ce qui fait qu'on va virer sur un compte qui n'est pas celui de la locataire l'argent auquel il a droit, ou l'usager qui va devoir entrer en contact avec l'administration et qui n'aura pas un ordinateur mis à jour, ce qui occasionnera un risque de virus qui se répandra de par son ordinateur vers le système d'information de l'administration. Le dernier risque, quand même, qui est très important aujourd'hui, c'est le risque d'avoir un autocommutateur téléphonique qui n'est pas bien configuré, qui n'est pas bien maintenu, et des personnes peuvent s'introduire dedans par le biais des messageries vocales ou des lignes de maintenance à distance, et ce qui occasionne des fraudes extrêmement coûteuses. Si je parle de risque de système d'information dans un langage de technicien, dans un langage d'expert de la sécurité des systèmes d'information, c'est pas comme ça que je vais accrocher ma direction, c'est pas comme ça que je vais accrocher mes métiers. Si par contre j'arrive à faire le lien, leur expliquer que mon activité, elle s'appuie notamment sur le système d'information et qu'un incident, un risque de sécurité sur le système d'information va avoir un impact sur l'activité, là je les accroche. Là je leur explique que je vais pouvoir les accompagner et que ces risques, il s'agit de les maîtriser. Cette évolution est très positive puisqu'on voit qu'effectivement dans un contexte où la notion de risque est de plus en plus prégnante pour les collectivités, les démarches à la fois de gestion des risques, de contrôle interne continuent à se développer fortement, à gagner en maturité. Notamment de plus en plus de collectivités lancent ou mettent en œuvre, suivent leur cartographie des risques. Et ça devient vraiment un outil en plus qui est intéressant pour les collectivités pour se benchmarker les unes par rapport aux autres. Les enjeux sont exactement les mêmes en termes de risques. On retrouve tous les risques métiers au sein des collectivités et au sein des ministères, absolument intégralement. Et nous avons les mêmes enjeux en termes de gouvernance, c'est-à-dire qu'effectivement, pour limiter ces risques, il faut impérativement que l'on se dote les uns et les autres de structures de maîtrise des risques et de maîtrise de l'audit interne, en fait. Eh bien, on a vu lors de cette journée qu'il est important de prioriser ces risques et de les adosser aux objectifs stratégiques et opérationnels des organisations, qu'elles soient collectivités territoriales ou ministères. La principale information que nous livre ce baromètre cette année, c'est quand même la dynamique à l'œuvre dans les collectivités, dans la mise en place de ces fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de contrôle interne, avec des cartographies des risques qui se déploient dans l'ensemble des grandes collectivités et aussi une réflexion bien avancée sur la mise en place de comités d'audit de manière à bien relier ces fonctions aux directions générales, aux élus, mais aussi aux directions opérationnelles. Nous dépensons l'argent du contribuable et donc on doit justifier la qualité de nos travaux et pouvoir démontrer aussi bien en l'occurrence à nos élus qu'à la population que les moyens que l'on mobilise pour faire des audits internes aboutissent à des résultats qui consistent en une amélioration de la performance des services de la collectivité. Ça dépend aussi énormément de ce que vos dirigeants attendent de vous en tant que responsable d'audit interne et de management des risques, puisque leur perception de la valeur ajoutée va être totalement dépendante du type de sujet sur lequel ils vous attendent, et ça peut donc dépendre en quelque sorte des types de dirigeants que vous avez et de leurs préoccupations premières. L'attente d'un directeur juridique, elle est double. Elle est à la fois d'être un acteur et un partenaire sur la fonction d'audit et de maîtrise des risques. Et puis elle est dans une attente d'être opérationnelle et de voir comment on peut maîtriser les risques au sein de la collectivité afin d'inscrire l'action de la collectivité des politiques publiques dans un cadre qui soit sécurisé pour les élus,
pour les services et dans une approche de ressources humaines et de financement et juridique de la fonction publique. Les trois grands risques pour une DSP, à savoir la rupture du service public, la mauvaise qualité du service public et le coût. L'audit, dans ce contexte, va devoir porter justement sur cette satisfaction de l'usager vis-à-vis du service et pourra ainsi remonter à l'analyse du contrôle interne de manière effective. Je pense qu'il y en a les deux principaux, à mon sens, c'est déjà de se procurer le contrat, c'est pas toujours si évident, un contrat à jour avec les avenants. Et le second conseil, c'est de se procurer aussi les données qui permettent d'évaluer la mise en œuvre effective de ce contrat. Ça peut demander un travail fastidieux, ça peut impliquer l'analyse, la ressaisie de factures, de bons de commande, d'études. Mais c'est en constituant des données objectives qu'on peut apporter des réponses concrètes aux questions qu'on nous pose et c'est comme ça que l'audit peut apporter une plus-value sur la gestion de ces contrats. Alors l'IFACI, un petit groupe de recherche constitué des collectivités territoriales. L'an dernier, on a travaillé sur les subventions. Cette année, on est sur les contrats complexes parce qu'on estime qu'il y a un risque majeur, ne serait-ce que les grandes concessions d'aménagement, les délégations de services publics, les partenariats publics-privés. Par essence, on imagine qu'il y a des risques. Et on est en train de se poser la question d'établir une méthodologie pour auditer, pour donner aux futurs auditeurs des clés pour avoir un référentiel. Les contrats complexes présentent les risques de tous les contrats, des risques financiers, juridiques, de gouvernance et opérationnels. Et par leur complexité, ils amplifient en fait la dimension risque qu'ils portent eux-mêmes et demandent souvent une gestion en termes de risque ou en termes d'audit particulière. L'audit interne dans la gestion de ces risques procède avec ses outils et donc il peut à la fois faire des missions sur ces contrats complexes précisément ou à travers des missions plus transversales, les regarder de manière assez systématique pour identifier les risques, leur niveau de maîtrise et recommander le plan d'action qu'il convient à ces contrats complexes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a une appétence au risque, comme on a l'habitude de dire, qui est beaucoup plus sensible. Et en fait, qu'il s'agisse de l'entreprise ou des collectivités locales, dans la mesure où on veut aller vers une meilleure performance, le management des risques est un outil d'accompagnement pour obtenir cette performance et amener de la valeur ajoutée aussi bien dans les entreprises que dans les collectivités locales ou collectivités territoriales. Donc, le management des risques est un outil qui va aider à prendre les bonnes solutions dans la réussite des projets qui sont lancés, aussi bien au niveau d'une collectivité que dans une entreprise. Le retour d'expérience que je tirerai de ces 3 premières années de déploiement du dispositif de contrôle interne pour la maîtrise des risques au ministère, c'est le fait que l'humilité paye. Nous avons été prudents, nous avons d'abord souhaité être en appui aux opérationnels pour aborder cette question délicate qui est celle du risque. Et cette démarche a payé, puisque aujourd'hui nous avons réussi à installer le chapeau de ce dispositif, le comité ministériel d'audit interne, présidé par la ministre la semaine dernière. Et je pense que c'est grâce à ce travail vraiment humble, partant du terrain, et sur des risques vraiment très concrets, que nous sommes arrivés à convaincre de l'utilité de la valeur de ce comité. Grâce à la direction de l'audit interne, on peut
essayer de maîtriser une partie des risques liés à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau départemental et que par ailleurs, cette maîtrise des risques est en soi à la fois un soutien au projet que nous menons et la possibilité pour nous d'y voir plus clair sur les politiques publiques que les collègues départementaux mettent en œuvre. Donc très clairement, qu'est-ce qui fait la force d'une direction d'audit interne? Eh bien, c'est justement cette capacité à clarifier quels sont les risques encourus par une collectivité de notre importance. Les points de vigilance, je crois qu'ils sont nombreux. J'en citerai au moins un qui me paraît tout à fait nécessaire et implacable. C'est qu'il faut qu'il y ait une très bonne convergence de vues entre la direction de l'audit et la direction générale pour pouvoir permettre à la direction de l'audit de faire son travail dans les meilleures conditions possibles. Sans soutien de la direction générale, sans soutien de l'exécutif, il est très difficile, je pense, pour des auditeurs internes de faire correctement, facilement leur travail. Peut-être le premier élément de réponse, c'est d'abord de dire que c'est normal qu'il y ait ce niveau de crainte parce qu'une activité de management des risques va aider l'entreprise à progresser, à devenir plus résiliente et donc va occasionner des changements. Et comment éviter effectivement, comment rendre compte de cette activité en essayant d'éviter le maximum de crainte, c'est en mettant l'opérationnel, le manager opérationnel au centre, en le faisant porter, on va dire, les préconisations en matière de contrôle des risques. La première chose est de ne pas nier l'existence de la fraude, car quoi qu'on fasse, elle existe. De convaincre les dirigeants de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la lutte contre la fraude, que ce soit la détection ou la prévention. Puis ensuite de communiquer le plus largement possible sur les chiffres qu'elle représente, souvent beaucoup plus qu'on ne l'imagine, sur son caractère interne ou externe, sur son caractère outil ou humain. Il n'existe pas de fraude sans homme. La première des cibles de la communication doit être les membres de l'organisation pour les décourager eux-mêmes de commettre une fraude. C'est une longue bataille qui dure souvent plusieurs années et il ne faut jamais reculer devant l'ampleur des chiffres qu'on peut découvrir et ne pas en avoir peur et continuer à avancer dans cette lutte pour réduire l'écart entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Si je parle de risque de système d'information dans un langage de technicien, dans un langage d'expert de la sécurité des systèmes d'information, c'est pas comme ça que je vais accrocher ma direction, c'est pas comme ça que je vais accrocher mes métiers. Si par contre j'arrive à faire le lien, leur expliquer que mon activité, elle s'appuie notamment sur le système d'information et qu'un incident, un risque de sécurité sur le système d'information va avoir un impact sur l'activité, là je les accroche. Là, je leur explique que je vais pouvoir les accompagner et que ces risques, il s'agit de les maîtriser. Et cette évolution est très positive puisqu'on voit qu'effectivement, dans un contexte où la notion de risque est de plus en plus prégnante pour les collectivités, les démarches, à la fois de gestion des risques, de contrôle interne, continuent à se développer fortement, à gagner en maturité. Notamment de plus en plus de collectivités lancent ou mettent en œuvre, suivent leur cartographie des risques. Et ça devient vraiment un outil en plus qui est intéressant pour les collectivités pour se benchmarker les unes par rapport aux autres. La principale information que nous livre ce baromètre cette année, c'est quand même la dynamique à l'œuvre dans les collectivités, dans la mise en place de ces fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de contrôle interne, avec des cartographies des risques qui se déploient dans l'ensemble des grandes collectivités et aussi une réflexion bien avancée sur la mise en place de comités d'audit de manière à bien relier ces fonctions aux directions générales, aux élus, mais aussi aux directions opérationnelles. L'audit est une fonction d'assurance qui a un rôle unique grâce à son indépendance pour donner effectivement une vision claire sur la conformité et l'efficacité du dispositif de maîtrise. Ça signifie qu'aujourd'hui, étant donné que les risques sont nouveaux, il faut qu'ils soient capables d'embrasser de nouveaux risques technologiques liés à l'innovation, liés à un environnement concurrentiel de plus en plus complexe, tout en maintenant des compétences classiques autour de la rigueur méthodologique. Donc, plus de communication, plus de compréhension des enjeux des métiers et plus de posture stratégique qui répond effectivement aux attentes de nos parties prenantes, conseil d'administration, conseil de surveillance, élus, mais aussi direction générale.